Madame, Monsieur, la solidarité exceptionnelle autour de TVL pendant les fêtes de Noël nous a donné un souffle d'espoir. Mais nous sommes encore loin du but, le combat continue et chaque instant est décisif. Si nous ne redoublons pas d'efforts immédiatement, tout ce que nous avons construit est en danger. Il nous reste 5 jours, 120 heures et pas une seconde de plus pour mettre TV Liberté à l'abri, pour mettre vos idées à l'abri. Nous avons jusqu'à mardi pour gagner cette bataille vitale et nous avons besoin de vous. Ce dernier coup de collier, il est vital pour notre projet d'information véritablement alternative. Mobilisation totale, défendons la liberté à tout prix. Chaque seconde compte pour remporter ce défi crucial. La police, ne quittez pas. On reçoit aujourd'hui M. François Haut, qui est un ancien universitaire, ancien directeur du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2 par Panthéon-Assas. Monsieur Haut, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. D'habitude, je suis avec mon collègue et néanmoins ami Patrick Ivars, mais il est retenu ailleurs. Donc, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Allo le 17. Vous savez qu'à TV Liberté, nous avons un créneau mensuel où on reçoit divers invités pour faire le point, pour essayer d'éclairer les auditeurs sur l'insécurité, sur le sentiment d'insécurité, paraît-il, et d'insécurité réelle très souvent. Donc on est très heureux de vous accueillir. Je crois que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Les bandes criminelles et Le chaos balkanique, me semble-t-il. J'aurais voulu vous poser une première question. À la lumière de votre expertise, pourriez-vous nous donner votre appréciation sur ce thème de mexicanisation de la société française, que l'on entend aussi bien de la part des médias que de certains hommes politiques? Est-ce que ce terme de mexicanisation à la française est-il pertinent? Est-ce que l'on connaît une telle dérive en France? Non, c'est pas pertinent. On ne connaît pas une telle dérive pour des raisons qui sont malheureusement très simples à comprendre. Au Mexique, les cartels mexicains non seulement se battent entre eux, mais ils se battent contre les forces de l'ordre qui sont parfois même militaires, en particulier des fusiliers marins qui vont essayer de les traquer jusque dans les coins les plus perdus du pays. Et c'est une espèce de guérilla, une guérilla même pas seulement urbaine, parfois même rurale. C'est vraiment une basse intensité, mais une intensité quand même assez notable. Et puis les cartels, c'est aussi les gens qui sont pendus au pont, qui sont décapités, et pas seulement de temps en temps, c'est quasiment permanent. Les journalistes sont des cibles, les hommes politiques ou les femmes politiques sont des cibles. Tout ça est quelque chose d'une bien au-delà d'une insécurité. C'est vraiment quelque chose d'invivable. Alors, on peut aller au Mexique, on peut aller en vacances, on peut aller au bord de la mer, on peut y vivre, mais il faut savoir qu'à tout instant, quelque chose peut arriver. Et généralement, quand on est touriste, on est un peu parqué, et puis on sort en groupe pour faire une excursion et voir les pyramides, mais voilà, c'est quand même un pays qui reste extrêmement dangereux. Donc, l'emprise des cartels n'a rien à voir avec l'emprise de nos bandes, même les plus organisées, comme probablement la DZ Mafia ou quelques autres. Mais on reparlera du mot organisation, on reparlera de tout ça, je suppose, à un moment ou à un autre, mais il est clair qu'on n'est pas dans une phase de mexicanisation. Et je pense qu'il sera très difficile d'y arriver parce que rien ne permet de laisser supposer qu'une telle dérive réelle puisse se produire. Alors d'après vous, pourquoi ce terme est-il repris quasiment en boucle par certains hommes politiques et certains médias ?
Probablement par une forme de méconnaissance du Mexique et des problèmes que nous connaissons ici. Et plutôt des problèmes que nous connaissons ici. Nous connaissons de très graves problèmes autour des trafics de stupéfiants, puisque les cartels mexicains sont essentiellement, pas seulement bien sûr, mais essentiellement tournés vers le trafic de stupéfiants, mais parce que on n'est pas dans la même dimension, et je ne pense pas qu'on puisse progresser vers cette dimension, ou alors le pays serait laissé abandon. Oui. Donc, d'après vous, ce que l'on connaît en France, on ne peut pas l'apparenter aux prémices d'une mexicanisation, mais non. par contre à une situation dégradée, ceci dit. Une situation très dégradée. Il faut se souvenir que le Mexique vit dans une situation, entre guillemets, révolutionnaire depuis la fin du XIXe siècle. Le parti au pouvoir pendant des années s'appelait le Parti révolutionnaire institutionnel. Pancho Villa et les autres étaient des gens qui ont créé des petits, qui ont fait des petits, et qui n'ont pas cessé, pratiquement, et qui n'ont jamais cessé, plus exactement. Donc les cartels sont ces héritiers des bandits, des grands bandits qui étaient admirés politiquement et aussi par leur charisme, leurs histoires magnifiques, et puis tout ça va de pair avec l'adoration de la Santa Muerte, qui est une sainte vierge dédiée aujourd'hui aux narcotrafiquants, mais à tous ceux qui combattaient, soi-disant, pour certaines formes de liberté, etc. Donc ce climat était quand même extrêmement propice à ces cartels, et qui, eux, bénéficient aujourd'hui certainement beaucoup plus de moyens, qui sont assis sur des tas d'or et qu'ils dépensent de manière parfois rocambolesque, mais peu importe. Le climat est là et le climat n'a jamais cessé. Je ne voudrais pas faire une comparaison hasardeuse avec notre armée, qu'on dit échantillonnaire, mais est-ce que, quelque part, tout ce que l'on connaît à Marseille, dans différents endroits de Paris, est-ce que ce n'est pas des échantillons, quand même, quelque part, à un niveau, bien sûr, moindre, réduit, de cette violence latente qui pourrait dégénérer un jour ? Non. Non, mais non, parce que les cartels mexicains, vous avez prononcé le mot armée, et incontestablement, ce sont des formes d'armée dans le sens où elles ont une structure pyramidale, un système de chaîne de commandement verticale, et qu'ils sont très organisés au sens militaire du terme, c'est-à-dire il y a un chef qui donne des ordres à plusieurs sous-chefs, etc. Les bandes criminelles que l'on connaît sont plutôt par hasard sans doute, mais un peu inspiré des bandes qu'on connaît dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. C'est-à-dire que on n'a pas de hiérarchie réelle qui fonctionne. Bien sûr, il y a des gens qui donnent des ordres, bien sûr, il y a des gens qui obéissent, et bien sûr, il y a des gens qui sont punis. Mais on est plutôt dans un système galactique où on commence très jeune, on y rentre très jeune après, parfois, un certain nombre de rites, peu importe, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on commence chouf à vélo ou à trottinette maintenant, peut-être, et puis on essaye de ressembler à celui qui est au centre de la galaxie, une espèce de soleil. On a envie d'être comme lui, on a envie d'avoir les montres en or, les voitures de luxe. Et on a envie de se rapprocher de ça, donc on a envie de faire bien pour arriver près du pouvoir et gagner de l'argent et lui ressembler. Et donc ce système-là, parfois, a des ratés et fait que pour organiser quelque chose, c'est pas toujours simple. C'est pas vrai partout, mais grossièrement, c'est plutôt le schéma qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est pas le schéma militaire, c'est comment dirais-je, la présence et l'appropriation territoriale de la bande, d'un quartier par la bande. Tout à fait. Et là, on est chez nous et on reste chez nous. Mais on est ceux de là, on n'est pas ceux de là-bas. D'ailleurs, ça peut créer des conflits qui sont commerciaux le plus souvent, ou parfois on se déteste pour des raisons inconnues, parce qu'on a été insulté, enfin, peu importe. Mais c'est ce schéma territorial qui compte, et on est ceux de là, d'ici. Et après, on fait avancer les choses. En revanche, en ce qui concerne l'organisation, il y en a une, fatalement. Elle fonctionne parce qu'on ne peut pas faire circuler des grammes ou des kilos ou des tonnes de drogue sans être organisé.
Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire quelque chose de ce genre, et pratiquement rien d'ailleurs, sans être organisé. Donc il y a c'est pas des échelons, c'est pas des grades, c'est des situations, des postes, dirons-nous, qui font qu'il y a une mécanique, et cette mécanique, elle fonctionne, et elle est rodée, huilée, généralement, etc. Puis on a toujours les uns qui remplacent les autres, pour des raisons diverses et variées, la prison, la mort, ou le dérapage, peu importe. Alors, je m'en veux un peu d'étayer l'interview en faisant des références américaines. Pas du tout. Dans un premier temps, on a parlé de la mexicanisation. On a très bien compris que ce n'était pas du tout de la même échelle des grandeurs. C'est extraordinairement intéressant. En glissant sur le phénomène des bandes, je me permettrai de rappeler un exemple que vous citez dans votre livre, les bandes criminelles. Je pense à ce fameux 18e Street Gang qui est issu de la 18e rue de Los Angeles, que vous citez dans votre ouvrage, des quartiers où s'installent prioritairement les émigrants mexicains dans les années 60. Oui, pas seulement mexicains, mais beaucoup. Oui. Mais beaucoup d'immigration. Et d'immigration. Voilà. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Au tout début des années 60, c'est embryonnaire, ça tourne autour de cette 18e rue, c'est donc très localisé quelque part. Hein. Et on pense que aujourd'hui, il serait plusieurs dizaines de milliers appartenant à ce gang, répartis sur 35 à 40 États des États-Unis, avec des projections au Mexique, en Colombie, etc., etc. Alors, toujours pareil, sans vouloir faire un parallèle exact avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce qu'on ne connaît pas, pour reprendre vos propres propos précédents, est-ce qu'on n'en est pas au niveau embryonnaire avec les quartiers que l'on connaît aujourd'hui, où justement il y a une immigration assez forte? Est-ce que c'est ce qu'on appelle ces cités perdues de la République, là, également dans beaucoup de médias, où on s'aperçoit qu'il y a une immigration importante et un amalgame, je ne veux pas dire de sociopathie, mais de difficulté à se socialiser? Est-ce que c'est pas là également quelque part embryonnaire? La preuve, c'est que bien ces cités sont aujourd'hui, la police n'y va plus, quoi. Alors, est-ce qu'on ne dit pas la même chose? On dit la même chose, mais je ne pense pas que c'est seulement embryonnaire. C'est pas seulement embryonnaire parce qu'aujourd'hui, le nœud du problème, qui est le trafic de stupéfiants, pas le trafic, les stupéfiants en tant que tels, se répand largement au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande ville, moyenne ville, petite ville, toute petite ville qui ne soit pas touchée par le problème. Et ce problème, il est lié à ces formes d'organisation-là. C'est-à-dire des bandes criminelles qui ont l'organisation que je vous ai très schématiquement décrite tout à l'heure, mais qui sont organisées, sinon elles n'existeraient pas, quoi. Il faut être deux pour danser le tango, comme on dit. Donc là, c'est la même chose. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a vu une forme d'immigration profiter d'un certain nombre de choses, mais en particulier des stupéfiants, pour commencer à gagner de l'argent et à s'organiser, puis à essaimer un peu dans d'autres cités qui apparaissent dans des villes moyennes et dans des villes beaucoup plus petites. Donc on est dans un schéma d'organisation de bandes criminelles dans beaucoup de villes de France et avec des ramifications dans les campagnes, des ramifications commerciales. On parlera peut-être du commerce tout à l'heure, parce que le commerce là-dedans, les réseaux commerciaux, c'est ce qui est le plus important. Eh bien, c'est pas seulement embryonnaire. On a quand même des chiffres qui sont annoncés en matière de trafic, des chiffres d'affaires et des quantités saisies qui sont révélatrices du trafic et qui sont monstrueusement importantes. Pour corroborer ce que vous venez de dire, comme je vous l'ai dit précédemment, moi je suis un ancien de la brigade des stupéfiants. Et vu mes tempes grises, ça remonte à quelques années. Et même j'ai connu des anciens qui me disaient que, par exemple, dans les années 60, à Paris, le fichier des toxicomanes tenait dans un carton à chaussures. Donc, pour vous dire à quel point, aujourd'hui, il n'y a pas un chef-lieu de canton en France qui n'est pas touché par ce phénomène de la drogue. Au niveau de l'évolution également de la violence du trafic, moi, je me souviens très bien, dans les années 80-90, il y avait des règlements de compte entre truands, entre trafiquants de stupéfiants
stupéfiants. Mais c'était lié à des dettes. Très souvent, vous savez, ils se regroupaient pour faire des achats groupés. Donc, il y avait des participations de chacun. Et si, par malheur, quelqu'un n'avait pas remboursé la dette qu'il devait, il y avait des règlements de compte. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les règlements de compte se font autour de la possession de territoire. C'est sûr. C'est une espèce de lutte de territoire. Également, pour dire... Territoire égale part de marché. Territoire égale part de marché, tout à fait. Et on voit même que ça a tendance à prendre une dimension un peu de pieuvre, puisque moi je suis toujours en contact avec d'anciens collègues, ils me disent que par exemple la ville de Rennes ou de Nantes, il y a des Marseillais qui viennent faire des choufs pour les trafiquants locaux, etc. Vous voyez, on se fait des échanges de main-d'œuvre, en quelque sorte, par le biais du dark Internet, et en fin de compte, on voit bien que ça s'étend sur tout le territoire. Des fois, en partant d'un lieu précis, comme Marseille, par exemple, on s'aperçoit que ça essaime de partout. Donc on voit bien que ça prend une dimension tentaculaire. Il y a ce lieu qui fait de commerce, comme on l'a dit. Là où je voudrais avoir votre avis, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, quelle est la part de responsabilité de l'immigration incontrôlée et de la composition de ces lieux de vie, dans les cités, très souvent dans les cités HLM, et le lien avec le trafic de stupéfiants qui s'est fait autour de tout ça? C'est quelque chose qui est qui a été, comment dirais-je, sensible au long de l'histoire, si on peut dire. On a vu que le milieu parisien, à l'époque où les consommateurs, les fiches des consommateurs tenaient dans une boîte à chaussures, eux aussi tenaient presque dans une boîte à chaussures, peut-être un peu plus, et malgré tout, c'était des populations locales, parfois venant un peu plus du sud de la France, mais que tout ça était quelque chose d'un entre-soi, en quelque sorte, Et puis cet entre-soi a été détrôné probablement à cause de l'immigration, mais peut-être aussi à cause de l'appât et de l'intérêt porté par les consommateurs à la drogue, à toutes les drogues, peu importe, on va pas faire le détail, au même moment. Donc plus de drogue, une immigration qui commençait à arriver. L'immigration était, on va faire du, comment dirais-je, du politiquement incorrect en disant plutôt d'abord des jeunes mâles qui ont faim, qui sont avides de gagner de l'argent et de travailler. Donc ils ont progressivement détrôné le milieu traditionnel, et puis ils ont été eux-mêmes détrônés par l'immigration qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui vient d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et tout ça s'est produit avec une certaine, comment dirais-je, montée en puissance de la drogue par le nombre des consommateurs. C'est les consommateurs qui alimentent tout dans le commerce et dans tout. Et donc les consommateurs, il y a eu une demande de plus en plus forte. Cette demande a été satisfaite par une population immigrée qui elle-même voyait de la drogue arriver, en particulier pour la cocaïne d'Amérique du Sud ou du Maroc en matière de hashish et d'autres, peu importe. Mais en tout cas, on a vu une production de drogue se faire parce qu'il y avait une demande de plus en plus grande. Tout vient de la demande, en fait. Vous pensez que... Donc l'immigration a chassé notre milieu, et aujourd'hui, l'immigration d'aujourd'hui, qui s'est répandue sur notre territoire à travers des cités où ils se sont logés, et progressivement, ils ont pris possession des territoires de ces cités, qui leur sert de refuge, entre guillemets, parce qu'ils en ont besoin, parce que les activités illégales doivent toujours être dissimulées d'une manière ou d'une autre. C'est très intéressant, ce que vous dites. On peut donc estimer que c'est la demande qui a fait proliférer l'offre. C'est toujours comme ça que ça marche dans le commerce. Donc, alors, il y a quelqu'un qui commence à agiter un petit truc, et puis ça devient, entre guillemets, à la mode, et tout le monde en a envie. Ouais. C'est ça la demande. Tout à fait. Mais il y a bien sûr qu'il y a au départ une offre. Une offre. Mais une offre, elle ne peut pas être colossale dès le départ. Il faut bien arriver à intéresser les gens. Ouais. J'aimerais avoir votre
votre vision personnelle sur justement cette évolution de la toxicomanie, de cette dépendance, cette assuétude aux produits stupéfiants. Moi, dans ma carrière, quand j'étais à la brigade des stupéfiants, j'ai eu un nombre incalculable de gens du showbiz, de gens du monde politique, etc., etc. Des gens du showbiz qu'on voit énormément à la télévision, qui, pour certains, étaient décorés du mérite national, d'autres de la Légion d'honneur. On fait un prosélytisme invraisemblable de cette déviance toxicomane. Ça a eu un impact absolument désastreux sur notre jeunesse en termes d'exemplarité. Ça a été absolument... Alors je voudrais pas citer ce procès récent là d'un humoriste, d'un saltimbanque, mais enfin il était reçu sous les ordres de la République et tout le monde était au courant de son addiction à toutes sortes de produits stupéfiants. Est-ce que j'ai toujours été absolument effaré de ça. Moi, quand j'ai vu le mouvement MeToo se développer à une époque, j'ai trouvé ça quelque part pas mal parce que ça allait quelque part réfréner les ardeurs masculines, hein, par ruissellement peut-être. Hein. Peut-être que là, il serait temps que le monde des saltimbanques crée un nouveau mouvement, ZemToo, hein, eux aussi, pour dénoncer tout ça. Parce que j'estime que ça, je l'ai vu moi, hein, le glissement tout doucement, ce ruissellement hein, jusque dans les couches les plus basses de la société de ce vice toxicomaniaque. Donc il est intéressant que vous nous apportiez votre éclairage en nous disant à quel point la lutte contre les consommateurs est importante, alors qu'on ne semble pas en prendre la direction. On a vu par exemple que le délit avait été supprimé. Aujourd'hui, c'est une simple contravention. Quand vous êtes pris avec une boulette de shit, etc., il n'y a pas de sanction. Encore la loi du 31 décembre 1970 impliquait une sanction, au moins une obligation de soins, etc. Tout ça disparaît. Mieux, certains partis politiques prônent la dépénalisation purement et simplement du cannabis, en vouant, en fin de compte, toute une génération à des paradis artificiels invraisemblable. Est-ce que vous pensez que dans l'arsenal juridique qu'il faudra mettre en place, est-ce que la réhabilitation de la sanction du comportement toxicomane est important ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre propos, incontestablement. D'abord, si c'est le monde du spectacle, enfin, appelons ça comme ça, du showbiz, et le monde politique qui a consommé des stupéfiants, c'est parce que les stupéfiants sont un produit cher. Et donc, au départ, ce sont des gens qui avaient les moyens, qui ont commencé à se droguer. Ça a toujours été comme ça. Et le peuple appelons ça comme ça aussi, pour simplifier, n'était pas préoccupé par ce genre de choses. C'est pas intéressant et c'est de toute façon inaccessible. Et ce côté, flashy, qui consistait à expliquer à tout le monde qu'on se droguait parce que c'était socialisant, que c'était la manière de voir la vie autrement, etc., etc. Et avec les plus grands exemples des groupes anglais des années 60 qui en faisaient même des chansons. Lucy in the Sky with a Diamond. Exactement. LSD, Beatles, bien évidemment. Et donc, à partir de là, on a attiré de plus en plus de consommateurs, des gens qui se sont dit pourquoi pas nous. Et ce pourquoi pas nous a créé une demande. Les producteurs ont très bien compris que cette demande, il fallait la combler parce que ça n'arrêtait pas on n'arrêtait pas de leur poser des questions et d'essayer d'acheter ce qu'ils produisaient. Et les gens n'arrêtaient pas d'en demander. Donc progressivement, eh bien, on a créé cette chaîne. Alors cette chaîne, elle va être très simple. C'est un commerce illicite de produits illégaux. Très bien. Mais dans un commerce, il y a un producteur, une chaîne de production et des consommateurs. Et tout ça est un engrenage. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que les consommateurs sont le nœud du problème. On tâchera de désosser un peu après. Je rentrerai plus dans le détail, mais je vais commencer par les consommateurs. C'est eux le fond du problème. Ceux qui donnent l'exemple sont pires que les autres, mais tout le monde donne l'exemple à tout le monde. Quand on a fumé la première cigarette, c'est parce qu'il y a des copains
qui ont dit tu vas voir, c'est bon, etc., etc. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Eh bien, la drogue, c'est à peu près la même chose. Tu vas voir, c'est pas dangereux, c'est pas grave, tu vas te sentir mieux, peu importe les arguments, et c'est toujours comme ça. Et donc, le problème de la consommation de drogue n'est pas un problème de santé, c'est un problème de droit pénal. Ça doit être interdit parce que c'est quelque chose d'ignoblement dangereux pour la santé publique globale, et c'est dramatique. Il faut considérer qu'il faut repénaliser l'usage des stupéfiants de toute nature. Il n'y a pas de drogue douce et de drogue pas douce. Bien sûr que si on commence par du fentanyl, de toute façon, on n'ira pas plus loin et ça sera fini très vite. C'est pas l'intérêt des marchands, hein. C'est surtout pas l'intérêt des marchands. Donc, on sait quand on rentre dans que les gens qui rentrent dans l'addiction vont toujours aller de plus en plus loin, et que parfois les bons revendeurs, font ça avec douceur pour pas perdre leurs clients. Donc, le problème, on va revenir à ça, c'est le client. C'est le client, et lui, il faut l'empêcher de sévir pour 2 raisons premières. Sa santé. Ok, très bien. Mais surtout parce que pour devenir consommateur de drogue, on devient un prédateur, on devient un criminel, on devient un voleur. Pour avoir l'argent de drogue, qui est un produit cher, on doit se le procurer autrement par son salaire. C'est une évidence. Et pour ça, il faut voler, il faut cambrioler, il faut faire toutes les formes de criminalité qui va procurer de l'argent vite, immédiat, parce qu'on doit de l'argent à son dealer et qu'il faut le payer, et que si on ne le paye pas, on n'a plus de drogue, et si on n'a plus de drogue, on va très mal et on est très malheureux. Et donc, on va chercher l'argent partout, absolument partout. Donc, le vrai cercle vicieux de la drogue, c'est le consommateur. Si on remonte la chaîne, elle est simple. Elle est entre le producteur et le consommateur. C'est nos bandes de cité qui font le réseau commercial, en quelque sorte. Ce sont elles qui sont pas les supermarchés, mais les supérettes de la drogue. Ce sont elles qui vont rentrer en contact, et c'est là que les consommateurs vont aller chercher leur drogue. Pour que ces bandes de cité deviennent de moins en moins nocives, moins il y aura de consommateurs, moins elles auront d'argent, moins elles seront nocives. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'argent pour l'instant parce qu'on ne chasse pas le consommateur. C'est quelque chose qui est trop évident, ça saute aux yeux à un point tel qu'on ne veut pas le regarder. La réalité qui saute aux yeux, l'aveuglement, c'est-à-dire quand on ne veut pas voir, c'est les 2 choses qui empêchent qu'on avance. Et donc, dans ces conditions-là, si la phase seconde des bandes de banlieue, c'est d'abord de vendre des stupéfiants, ensuite de s'enrichir. Enfin, la première phase, c'est de gagner de l'argent pour acheter le semi-gros. La deuxième phase, c'est de le vendre pour gagner de l'argent. Et la troisième phase, dans laquelle on est en ce moment, c'est la phase de corruption. Elles ont beaucoup d'argent, ces bandes. Elles ont énormément d'argent. Grâce aux consommateurs qui sont les prédateurs de leur environnement, de leur petite ville, de leur grande ville, de leur cité, peu importe. Et donc, avec cet argent, elles commencent à corrompre. Ça, c'est le deuxième stade. Ce stade de la corruption, c'est celui auquel on arrive aujourd'hui. On a eu des exemples avec des affaires qui ont plus ou moins mal ou bien tourné selon le point de vue duquel on se place. Et donc, dans ces conditions-là, si on veut arrêter cette violence, si on veut arrêter ces bandes dans leur action, eh bien, il faut arrêter la vente de stupéfiants. Pour arrêter la vente de stupéfiants, il faut qu'il y ait de moins en moins de consommateurs. Il faut tarir l'arrivée d'argent. Voilà. C'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, puisque on a tendance plutôt à aller vers une tolérance à l'égard des consommateurs. Je reprends l'exemple de Pierre Palmade. Lorsqu'il a eu son accident, il a été immédiatement placé en garde à vue. Il a été vu par un médecin. Le médecin a dit que son état était compatible avec la garde à vue. À l'issue, il a été emmené dans un centre d'addictologie. Et là, les policiers ont voulu le réentendre. Et là, les médecins ont dit « Ah non, son état ne le permet pas ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez dans un centre d'addictologie, vous étiez considéré comme un malade, dépendant, etc. Donc, le pénal n'avait pas entré là-dedans. Et on voit bien ce discours très malfaisant qui fait que on est dans l'excuse permanente. Bien sûr. Et on va même au-delà. On dit il y a un aspect récréatif. Alors après tout,
pourquoi, puisqu'aujourd'hui le récréatif est plus important que l'essentiel, hein, et donc pourquoi est-ce qu'on ne le tolérerait pas? Alors je suis tout à fait très agréablement surpris d'entendre que pour une fois, on tienne un discours répressif à l'égard des consommateurs, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Tout vient de là. Tout vient de là. Non, mais tous les gens qui ont leur vitre brisée dans leur voiture, toutes les petits commerces qui sont cambriolés, les bureaux de tabac qui sont pillés, c'est 9 fois sur 10 des consommateurs. Ah, vous savez, moi Ils ont besoin de l'argent, simplement. Les pharmacies, enfin, peu importe. C'est les consommateurs. J'ai vu des toxicomanes aller agresser leur grand-mère. Hein. Oui, bien sûr. Voler le poste de télévision de leurs grands-parents pour s'acheter de la cam. J'ai vu, c'est absolument terrible. Hein. Je comprends très bien. Hein. Mais donc, je voulais mettre l'accent sur cette responsabilité quand même, parce que le ruissellement de ces conduites récréatives qu'on a pendant très longtemps tolérées, acceptées, etc., ça a fait un dégât terrible quand même. Moi, je l'ai vu je l'ai vu quand j'ai été pendant 5 ans à la brigade des stupéfiants, ça m'exaspérait, quoi. Ça m'exaspérait. Un autre point sur lequel j'aimerais avoir votre opinion, c'est sur le code de procédure pénale. Je ne sais pas si vraiment vous maîtrisez bien, mais moi, en l'espace de 40 ans de carrière, j'ai vu l'évolution du code de procédure pénale qui tendait, au cours de ces 40 dernières années, à non plus considérer l'auteur d'un fait comme un délinquant, mais plutôt comme le symptôme d'un mal-être. Vous voyez ? Et on en était arrivé un petit peu à une... je crois que c'est Marc Ancel, hein, un procureur dans la nouvelle, la défense sociale nouvelle, qui est sublimée par Robert Badinter par la suite, etc., dont je crois le corps va bientôt entrer au Panthéon. On en est arrivé, en fin de compte, à une excuse systématique de la délinquance, c'est en l'occurrence dans le domaine du trafic des stupéfiants. Quand moi j'étais à la brigade des stupéfiants, on faisait énormément de coups d'achat. Vous voyez, par exemple, des policiers qu'on appelait des zombies, allaient déguisés, etc., faire un coup d'achat, et puis ils achetaient, et on interpellait le vendeur, etc., on faisait une procédure, ils partaient au trou. La procédure, aujourd'hui, nous l'interdit. C'est-à-dire qu'on considère que c'est de la provocation, qu'on raconte le policier, en faisant ça, incite le vendeur à vendre, et quelque part, on ne peut plus lutter contre ça. Dernièrement, une très grosse affaire a été cassée, des trafiquants ont été relâchés parce que on a estimé que on avait mis une balise sous une voiture, mais que la procédure n'avait pas été tout à fait respectée, etc., ou tout du moins que ça n'avait pas été bien motivé auprès du procureur de la République. Alors je sais bien que Montesquieu disait que la procédure est la colonne vertébrale de la démocratie, mais enfin j'estime qu'aujourd'hui la procédure a une sacrée scoliose quand même. Hein. Et pour être toujours en contact avec mes collègues policiers, ils me disent que justement pour rentrer dans ces cités, la difficulté procédurale est telle qu'on n'arrivera jamais à l'endiguer, quoi. Que c'est impossible. On va nous demander d'élaborer des procédures dans des conditions impossibles à réaliser. Donc ce sentiment d'impunité qu'ont les Français en disant mais que fait la police quelque part, hein, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à rentrer dans ces cités, à arrêter des trafiquants, il faut qu'ils soient bien conscients des difficultés qu'aujourd'hui on rencontre. Hein, la procédure a pris une telle ampleur, la défense et les droits de la défense sont tels qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Donc, je voulais, moi personnellement, insister un petit peu là-dessus, et toujours pareil, revenir sur la responsabilité politique, parce que j'entends souvent dire que la justice est laxiste. Non, la justice, elle applique des lois. Hein, elle ne fait que c'est que la bouche de la loi. Hein, toujours pareil pour rappeler Montesquieu. Et en fin de compte, elle ne fait que appliquer des textes qui ont été votés par le législateur et qui a voulu que cette procédure devienne compliquée, qui a voulu pour toutes sortes de raisons, faire en sorte que ça soit de plus en plus difficile. Alors, moi j'ai ma petite idée là-dessus, puisque on sait qu'aujourd'hui les politiques sont pas mal poursuivis, donc je pense qu'ils ont arrangé la procédure à leur sauce de façon à être le moins ennuyé possible, mais c'est pareil, par effet boomerang, ça a bénéficié à tout le monde de la pègre, qui aujourd'hui en profite largement.
Écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié surtout votre intervention sur la nécessité de repénaliser la consommation de stupéfiants. Et lourdement, hein. Je veux dire lourdement. Je pense que si... Je sais que c'est pas la doctrine française. C'est pas la doxa actuelle, non. Mais mais sur le fait précis que si on faisait passer à un consommateur de drogue 8 jours en prison, en dehors de tout suivi médical, en dehors du risque majeur, je pense que ça ferait réfléchir beaucoup de gens qui, tout en étant consommateurs, ne font pas partie du monde criminel. Par nature, j'entends. Même s'ils sont criminels parce qu'ils veulent l'argent pour s'acheter la drogue, mais ceux qui ne le volent pas et qui passeraient 8 jours en prison parce qu'ils ont été pris à consommer une drogue interdite, comme toutes les drogues devraient l'être, eh bien, ça fait réfléchir et on dissuaderait certainement beaucoup de gens. Mais pour revenir un petit peu sur la philosophie de l'excuse que vous évoquiez, ça a été contrairement à Montesquieu, la colonne vertébrale de la politique pénale depuis 1981. C'est ça. C'est parfaitement clair. Taubira, Belloubet, que ça soit à la droite ou la gauche, d'ailleurs. Que ça soit à droite ou la gauche, c'est quelque chose qui nous a imprégnés et d'une façon parfaitement toxique. On n'a pas à considérer que une activité criminelle quelconque soit tolérée, sauf à dépénaliser. À ce moment-là, on est en cohérence. On dépénalise complètement la drogue et on fait ce qu'on veut, donc on la vend, etc. Mais il y a beaucoup d'endroits où on a dépénalisé la drogue simplement parce qu'on s'est dit qu'on allait faire comme la CEITA, si vous voulez, et payer beaucoup de taxes à l'État, et que ça irait très bien comme ça. Donc pourquoi pas. Mais enfin, en ce qui me concerne, c'est pas mon cas du tout. Moi, je dépénalise pas, je repénalise, au contraire, le consommateur, et évidemment la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça va de soi. C'est pour moi une évidence et c'est le seul moyen d'arriver à calmer la société. La criminalisation de la société aujourd'hui, elle est diverse, évidemment, mais les stupéfiants sont le cœur du C'est le nœud. Oui. Moi, je l'ai vu. Vous savez, je suis rentré dans la police par romantisme, moi, au milieu des années 70, dans une démarche un peu maigretiste. Je parle du commissaire Maigret. Oui. Et donc, je ne pensais pas à autre chose. Voilà. J'ai vu cette évolution. Hein. Il y avait ce qu'on appelait des beaux mecs, des braqueurs, des casseurs de bourgeois, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que tout se réfère au trafic de stupéfiants. C'est le nœud gorgien. Et voir cet aspect du consommateur que depuis une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a tendance à occulter, avec ces discours sur la dépénalisation qui ont été récurrents depuis 30 ans. Et souvent, je m'excuse de revenir là-dessus, mais je trouve que les saltimbanques ont une part de responsabilité. Mais c'est ce que j'allais ont une part de responsabilité absolument énorme. C'est pas seulement politique. C'est pas seulement politique, mais je pense, vous savez, il y a une collusion entre le monde du politique et le monde du spectacle. Il suffit de voir nos présidents précédents, on voit bien que le monde du spectacle et le monde politique, il y a souvent une certaine collusion. Et j'en veux énormément, moi, à ce monde-là, parce que j'ai vu que par ruissellement, ça a fait énormément de dégâts, on le voit bien. Mais cela dit, sur la procédure pénale, la France s'est mise dans une... comment dirais-je, dans un chemin pré-tracé qui a été... qui vient très essentiellement de tout ce qui est de la communauté européenne, de l'Union européenne. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc, on est, soi-disant, on s'oblige à suivre des choses qui ne sont pas saines. Tout à fait. On n'arrête pas. On veut être bon élève, on veut être le meilleur élève, et pour ça, on suit des voies qui sont particulièrement nocives. C'est complètement ridicule. On devrait pouvoir considérer que la libre circulation des marchandises et des hommes ne doit pas obligatoirement conduire à des excès ridicules d'une espèce de centralisation bruxelloise qui nous fait aller dans le mur.
Qui plus est, si on va même un peu plus loin, cette construction européenne avec des pays divers et variés s'est retrouvée comme sous la coupe d'une pensée anglo-saxonne qui n'a rien à voir avec la pensée latine. La pensée latine, les pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, etc., on a une relation à l'interdit qu'on ne retrouve pas dans les pays anglo-saxons d'essence luthérienne. Et donc, moi je l'ai vu, aux Pays-Bas, etc., il y avait une grande tolérance à l'égard de la consommation de produits stupéfiants, etc. Alors que nous, dans notre tradition millénaire chrétienne, l'autre est aussi important que soi-même. Et donc, l'interdit, oui, a un sens. L'interdit a un sens. Et en se remettant pieds et poings liés à Bruxelles, qui est sous une influence luthérienne très forte, d'acceptation d'un libéralisme. C'est chacun sa voie, chacun son chemin, et pas d'intermédiaire, etc., etc. Ça donne parfois des résultats assez désastreux. Tant qu'on ne retrouvera pas où on prend le pas sur ce monde anglo-saxon et on dit nous on préfère un monde latin avec nos références à l'interdit, ou alors il va falloir. On est dans un véritable paradoxe parce que la Cour de justice de l'Union européenne, des communautés européennes avant, c'est très très rapidement tourné vers la common law, c'est-à-dire le droit anglais, et non pas seulement luthérien, vers le droit anglais, alors que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. On aurait pu revenir vers un droit latino-germanique, qui n'est pas incompatible avec même le protestantisme le luthérianisme que vous évoquez. Et non, pourtant, elle reste dans cette logique assez bizarre. Et pour en revenir à la procédure, regardez, nous, de tout temps, on avait une procédure inquisitoriale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la justice faisait l'inquisition, on faisait la part des choses, etc. On a voulu glisser vers un système contradictoire qui est catastrophique pour nous. On n'ose pas aller vers l'accusatoire à l'anglo-saxon pur, c'est-à-dire qu'on est uniquement accusatoire. Vous savez, quand je vois au cinéma, on voit quand les Américains, les policiers américains interpellent quelqu'un, vous avez le droit de garder le silence, mais si on s'aperçoit que vous avez menti, ça se retournera contre vous. Attention, tout ce que vous direz sera retenu contre vous, c'est-à-dire y compris le mensonge, alors que nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a réussi à créer une espèce de procédure qui mélange un peu tout ça, l'inquisitorial, le contradictoire, l'accusatoire, pour en tirer, pour en fin de compte, une procédure à la guignole, quoi. On s'en sort plus, quoi. C'est une véritable pétaudière. On sait plus où on en est. Parce qu'on renie ce qui était notre essentiel. C'est-à-dire que la compensation de la victime, pour nous, et c'est extraordinairement important, mettre hors d'état de nuire des prédateurs, c'était extraordinairement important, et chez nous, l'expiation de la faute était important. C'est bien pour ça qu'on appelle l'administration pénitentiaire. Mais on fait pénitence. Quand vous disiez hors d'état de nuire, c'est un des problèmes les plus importants qu'on connaisse, c'est-à-dire le fait que des criminels de plus en plus nombreux arrivent à continuer leur business depuis l'intérieur des prisons. Tout à fait. De plus en plus nombreux. Et maintenant, ça paraît quasiment normal. On rentre dedans, on est adulé parce qu'on est quand même un petit responsable ou un responsable d'une certaine importance. On a immédiatement ses téléphones portables et tout ce qui tourne autour. Et à partir de là, on dirige le business. Et on va pas destituer le chef parce qu'il est aux prisons. Au contraire, on va presque l'aduler. Même probablement l'aduler. Ça devient le monde à l'envers. Tout à fait. On est peu en prison, on est peu sur la voie de la rédemption. Certainement pas. C'est certain. Certainement pas. Et tout est là pour le montrer. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme quoi, on est peut-être à un tournant. Je crois que c'est Joseph de Maistre qui disait qu'il y avait des époques. Et qu'on vivait des fois des époques un peu sur déclin, qu'on voyait briller encore comme une étoile éteinte, mais dont on voit encore les derniers feux.
peut-être faut-il espérer qu'il y aura une nouvelle époque un peu plus lucide. Écoutez, monsieur Haut, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à notre émission. Et j'espère que vous reviendrez, hein, ça sera un véritable plaisir. Ce sera avec le plus grand plaisir. Je vous remercie infiniment. Je dis aux auditeurs, à bientôt. Je crois que notre prochaine émission, nous recevrons un ancien braqueur qui a fait une bonne quinzaine d'années de prison et qui a écrit un livre pour raconter son parcours. Donc pourquoi pas. Voilà. Merci à tous.